Je laisse la parole à Amine Benini, directeur scientifique et cofondateur de Dataswati. On va revenir sur les fondamentaux de l'IA avec, s'il vous plaît, des exemples concrets. Bonjour à tous. Donc, depuis bientôt 4 ans, donc, chez Dataswati, on a relevé le défi. On s'est dit on va mettre l'IA au service de l'industrie, notamment agroalimentaire. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre sous contrôle les processus et l'installation par intelligence artificielle. Et donc, j'ai moins de 10 minutes pour vous expliquer cette phrase, sinon je vais me faire gronder si je dépasse. Donc, concrètement, c'est quoi le défi? Donc, on l'a dit, l'industrie est encore empirique, l'industrie agroalimentaire est encore empirique. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, on a des processus qui sont complexes, qui sont longs, qui prennent du temps, qui sont très variables, qui ont de la matière en entrée qui varie aussi beaucoup, parce que voilà, on prend du blé, de l'orge, etc. Et on n'a pas de visibilité en fait sur ce qui se passe en sortie. Ça veut dire qu'on se repose beaucoup sur le savoir-faire, sur l'historique, sur ce qu'on a déjà fait avant, etc. L'idée en fait, c'est de se dire, il y a quand même beaucoup de données qui sont déjà historisées quelque part, donc on va les utiliser de façon optimale, parce que l'état de l'art en intelligence artificielle a beaucoup avancé ces dernières années. Et donc ça va se faire en respectant certaines étapes, et c'est ces étapes-là que nous on a identifiées au bout de 4 ans de travail, et ces étapes-là que je vais vous expliquer là dans la suite. Donc la première étape, bien évidemment, c'est rassembler toutes les données, maîtriser ces données, construire une vision fine du process à partir des données. Ensuite, on peut mettre en place du contrôle opérationnel, aller jusqu'au prédictif. Et in fine, ce qui va nous intéresser, c'est d'être capable d'aider l'opérateur, de faire des recommandations, de pointer des anomalies, des dérives, etc., etc. Et bien évidemment, il faut le faire dans ce sens, parce que sinon, on risque d'avoir des gros problèmes, on va se rater, il va y avoir des erreurs, on risque d'abandonner, de se décourager. Donc, l'outil, parce qu'il y a un outil derrière tout ça. L'outil, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est surtout le machine learning, qui est donc le paradigme dominant aujourd'hui. Il y a quelques grandes familles classiques, et tout l'enjeu, ça va être de les utiliser sur ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, on peut prédire des mesures ponctuelles, on va avoir des mesures physico-chimiques, des indices qualité, etc. On peut prédire des catégories, donc est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, conforme, non conforme, panne, pas panne. Mais aussi, on peut avoir des cas où on n'a pas de cible à prédire. Et dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle du non supervisé. Et ce qui va nous intéresser, c'est plutôt faire ressortir naturellement des groupes, des structures, des patterns, ou aller jusqu'à de la détection d'anomalies ou de dérives en ligne. Donc plutôt que d'expliquer concrètement comment ça marche, le plus simple en fait c'est d'illustrer. Et là je vais vous expliquer le changement de paradigme. En fait on a des points bleus et des points oranges. Et en temps normal, ce qu'on voudrait faire, c'est écrire des règles pour les séparer. Donc on va faire de l'analyse de données, on va essayer d'identifier ce qui caractérise le bleu et l'orange, et puis on va mettre en place ces règles expertes. Et en fait, le changement de paradigme ici, c'est que c'est plus nous qui allons faire ce travail, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, en fait, on a un réseau de neurones qui est en train d'apprendre. Nous sommes en train de voir de l'intelligence artificielle tourner en live. Voilà, donc qui va construire ce qu'on appelle une frontière de décision. Et donc, on se repose sur l'outil. Donc c'est nous, bien évidemment, qui allons dire voilà ce qu'on a en entrée, voilà ce qu'on veut en sortie. Mais par contre, ce n'est plus nous qui allons définir ce qui est bleu et ce qui est orange. Et ce qu'on comprend là-dedans, c'est que la donnée va être critique. Donc c'est pour ça que la première étape commence par la maîtrise de la donnée. Donc nous, on a eu l'occasion d'avoir un cadre d'expérimentation idéal parce qu'on avait 4 usines qui avaient exactement la même typologie et les mêmes variables, ce qui est extrêmement rare. Et en fait, on a pu isoler l'impact de l'incertitude de mesure, donc qui est quelque chose qui injecte du bruit dans les données, sur les scores prédictifs. Et on voit clairement que ça impacte très violemment, puisqu'on passe quand même de la meilleure usine à plus de 90% d'intervalle de confiance sur le score qualité, jusqu'à on descend dans les 60%. Donc maîtriser sa donnée, forcément, c'est la première étape. Et quand on dit les données, l'autre chose que nous amène l'IA, c'est toutes les données. Donc très souvent aussi, quand on va travailler sur les données en industrie, on va séparer, on va travailler d'un côté sur tout ce qui est automate, tout ce qui est capteur, puis éventuellement on va faire de l'analyse d'image si on a de l'image. On a ces données laboratoires, on fait des choses avec, mais on ne va pas fusionner tout ça. On ne va pas créer une vision globale du process à partir de toutes les données qu'on a. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire, justement, parce que, encore une fois, l'état de l'art a beaucoup avancé. Donc on va vraiment travailler avec toutes les données, par variable, parce qu'il y a beaucoup de corrections à faire sur les variables. On peut avoir des données qui sont très irrégulières. On peut avoir des dérives sur les mesures, et dans ce cas-là, il faut recalibrer automatiquement. On peut aussi avoir des données qui ne sont pas labellisées, donc il faut faire cette labellisation, mais quand on a 200 000 échantillons, faire passer un expert, ça peut être très long, donc on va utiliser justement des algorithmes d'IA pour clusteriser et faciliter la labellisation. J'en passe et il y en a d'autres.
Mais in fine, ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est automatiser les traitements, parce que très souvent, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de paramètres, et on ne va pas aller les analyser un par un. Et comme on a plusieurs usines et que les variables ne sont pas forcément les mêmes par usine, encore une fois, on ne va pas aller faire le traitement usine par usine, variable par variable, sinon c'est trop long. Et donc déjà, à ce niveau-là, on va avoir un intérêt à utiliser des algorithmes apprenants, parce que ça va faciliter le travail. Ensuite, l'étape qui va nous intéresser, c'est recoller les variables, parce que c'est là en fait on va vraiment créer de la connaissance sur le process. Et là aussi, il y a des défis, il y a des challenges. Donc je ne vais pas tous les lister, mais quelques exemples concrets. Bah voilà, quand on a 200 variables, bah on va essayer de les regrouper. Et encore une fois, on n'a pas envie de passer variable par variable. Donc là aussi, on va utiliser des algorithmes qui vont nous dire quelles sont les variables similaires. On va aussi avoir des variables qui ne sont pas échantillonnées sur la même base. On va avoir des problématiques d'alignement de données, etc. Et encore une fois, on ne veut pas faire le travail à la main, on veut que ce soit fait automatiquement par des algorithmes. Et ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau de consolidation et de structuration des données qui va nous permettre de construire une vision data complète du process sans avoir eu besoin de repasser sur tout le synoptique de l'usine et de repasser toutes les analyses sur les variables, etc. Une fois qu'on a ça, on construit la vision du process. Et la vision du process, là aussi, elle va se construire à partir des données. Donc on va voir apparaître des étapes clés dans le process. On va voir où sont les chemins critiques, on va assigner en fait les variables aux différents endroits. Et dès ce niveau-là, en fait, on peut déjà avoir un premier niveau d'intelligence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire tourner des algorithmes de détection d'anomalies et se dire, donner à l'opérateur l'information, attention, ici il se passe quelque chose qui n'est pas normal, on a un phénomène de dérive, il faut faire quelque chose. Le niveau d'après, c'est de relier tous ces signaux en fait, qu'on va détecter sur le process et puis de relier aussi à la qualité finale. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est d'être prédictif et de pouvoir agir. Et dans ce cas-là, on va voir comment se propagent tous les signaux, les anomalies, les dérives et comment ça va impacter la qualité finale. Et c'est là qu'on va commencer à avoir un pouvoir prédictif. Et donc, être capable de dire, dès le début, par exemple, j'ai un process qui dure, mettons, 9 jours, dès le premier jour, je vais être capable de prédire si je vais mal finir ou pas pour pouvoir corriger, parce que je n'ai pas envie de constater au bout de 9 jours en fait, que j'étais mal parti. Et au final, ce qui va nous intéresser, c'est l'action. Une fois qu'on a le pouvoir prédictif, on peut faire tourner des algorithmes qui vont quantifier en fait, l'impact des variables sur la prédiction, et à partir de là, élaborer des stratégies de recommandation. Et ces stratégies de recommandation, comment est-ce qu'on les construit? C'est par rapport aux décisions qu'on va prendre. Donc on prend des décisions, on est sur des modèles probabilistes, il va y avoir des choses justes, il va y avoir des choses fausses, et en fait il faut chiffrer les bonnes et les mauvaises décisions, et c'est comme ça qu'on va définir en fait, le ROI du modèle. Donc on va avoir notamment ce qu'on appelle les faux positifs, les faux négatifs. Si je me suis trompé, j'ai pas vu quelque chose qui va avoir lieu, combien ça me coûte. Si au contraire j'ai vu quelque chose mais au final ça n'est pas arrivé, combien ça me coûte. Et c'est comme ça en fait qu'on se construit sa matrice de ROI et qu'on est capable d'ajuster la stratégie de recommandation pour maximiser le gain du modèle. Et une fois qu'on a ça, on peut faire des choses. On peut améliorer le temps du process, on peut réduire l'usage, la perte en fait, de matières premières, on peut réduire la facture d'énergie, parce qu'au final, tout ça, ça a des coûts, et et maîtriser son process, donner de la visibilité à l'opérateur, qui va être moins stressé, qui va pouvoir prendre ses vacances, qui ne va pas avoir besoin d'avoir le téléphone allumé à 3 h du matin. Voilà, merci. 8 au lieu de 10, bravo. Juste une question que d'abord l'élève, j'imagine, de beaucoup de monde. Le data, c'est d'abord dans l'industrie, beaucoup d'interfaces, de capteurs, de caméras, pourquoi pas d'IoT. C'est-à-dire un gros investissement au départ avant d'arriver à la phase 1, 2, 3, 4 seulement. Non, pas nécessairement, parce que en fait, les gens sont déjà plus ou moins instrumentés. On mesure déjà des choses qui sont pertinentes pour le process, normalement, et qui sont censées quelque part capturer des informations par rapport au process. Ce qui va changer, c'est que ce n'est pas les mêmes variables qui sont mesurées d'usine en usine, et c'est pour ça en fait, qu'on veut justement des approches automatisées. Et à partir du moment où on a des variables qui sont corrélées d'une façon ou d'une autre au process, en fait, on peut réutiliser directement l'historique, et on n'a pas forcément besoin de passer par des phases d'investissement. En 4 ans, en fait, nous, on a eu un seul cas où on a dû recommander à un client d'instrumenter, parce que c'était juste pas possible de faire autrement, mais sinon tous les autres cas qu'on a traités, on a pu faire avec ce qu'on avait.